Jane Street a abusé de ses relations pour truquer le marché en sa faveur lors de l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire des cryptos. Ça, ce sont les mots de Todd Snyder, l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal pour liquider les restes de Terraform Labs, l'entreprise derrière Terra Luna. En une seule plainte de plusieurs dizaines de pages, il a fait ce que pratiquement personne n'avait jamais osé faire dans notre industrie. Il s'attaque frontalement à l'un des plus grands titans du trading haute fréquence de Wall Street. C'était difficile d'imaginer qu'un acteur de cette envergure puisse être impliqué de si près dans l'un des plus grands désastres de notre écosystème. Un effondrement systémique qui a vaporisé 40 milliards de dollars en l'espace de quelques jours. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce géant intouchable soit aujourd'hui poursuivi en justice? Ceux qui se cachent derrière leurs algorithmes prétendument infaillibles, ce n'est pas du génie financier, c'est un réseau de copinage et d'informations volées. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble l'une des affaires de délit d'initié les plus scandaleuses de la décennie. Vous allez voir, c'est un véritable thriller politique et financier. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, faut faire un petit retour en arrière. Tout commence en l'an 2000, quand un petit groupe de traders et de mathématiciens décide de monter sa propre structure en plein cœur de New York. L'idée de base, c'est de faire profil bas, très bas même. Jane Street, c'est un nom d'une rue banale, c'est parfait pour passer sous les radars. Chez eux, vous ne trouverez pas de traders arrogants en costume cravate hurlant au téléphone. Vous ne trouverez même pas de CEO en fait. Il y a pratiquement que des scientifiques et des mathématiciens purs et durs. Toute leur infrastructure technique repose sur un langage de programmation très pointu et totalement marginal, ce qui les rend techniquement isolés mais incroyablement rapides et robustes. Mais encore, l'entreprise fonctionne de manière extrêmement horizontale. Comme je vous disais, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de hiérarchie pyramidale étouffante comme dans les vieilles banques. Pour intégrer cette espèce de secte dorée, les candidats subissent des entretiens psychologiques et mathématiques brutaux. Ils doivent parfois utiliser des jetons de poker pour parier sur la probabilité de leur propre réponse aux énigmes. Ça veut dire qu'un étudiant fraîchement sorti de l'université, il est immédiatement conditionné à évaluer le risque de manière viscérale, avant même d'avoir touché un clavier. Et forcément, ce cocktail d'élitisme et de finance a attiré des profils bien connus de notre écosystème. C'est précisément là que Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison ont fait leurs premières armes. Ils y ont appris les rouages impitoyables de l'arbitrage avant de quitter le navire pour fonder Alameda Research et la fameuse plateforme FTX. C'est un véritable incubateur à prédateurs financiers déguisé en geek inoffensif. Et plus précisément encore, il s'agit d'un market maker qui opère en investissant massivement avec ses propres fonds. Et quand je dis massivement, je pèse mes mots. 10 milliards de dollars, c'est le montant colossal des revenus nets générés par Jane Street, et ce uniquement grâce à leurs activités de trading au second semestre 2025. Fin 2024, ils avaient environ 140 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et en octobre de cette même année, le très sérieux Financial Times est même allé jusqu'à désigner Jane Street comme l'entreprise de trading la plus profitable de tous les temps. L'entreprise n'emploie qu'environ 3000 personnes et chaque employé génère en moyenne un peu plus de 2,5 millions de dollars de bénéfices. Ça représente environ 10 fois la rentabilité moyenne des employés de Goldman Sachs. C'est une machine à cash absolue. Et croyez bien qu'ils ne se sont pas contentés des actions et des obligations traditionnelles. Ils sont devenus un rouage presque systémique de l'écosystème crypto. Ils commandent pratiquement un cinquième des revenus globaux de trading, se partageant le gâteau avec d'autres gros poissons. C'est exactement d'eux qu'on parle quand on parle de market maker. C'est une forteresse opaque et silencieuse qui tire les ficelles bien à l'abri des regards indiscrets. L'effondrement spectaculaire de l'empire de Do Kwon a fait sauter la porte de leurs petits secrets bien gardés. Maintenant que vous avez compris le poids de cet acteur, il faut regarder comment le piège s'est refermé sur l'écosystème Terra. Tout commence vraiment au début de l'année 2022. À cette époque, l'ambiance est à l'euphorie totale sur les marchés crypto. Terraform Labs émet des stablecoins censés garder une parité parfaite avec diverses monnaies, dont le dollar évidemment, et la machine tourne à plein régime grâce au protocole Anchor. Pour ceux qui n'étaient pas là, à l'époque, vous pouviez avoir de l'UST, un stablecoin algorithmique adossé au dollar, et le faire travailler sur le protocole de Terraform Labs avec une promesse de rendement aux alentours des 20%. C'est l'Eldorado ça pour les requins de Wall Street. Et faut pas croire, la finance traditionnelle, elle a pas attendu la bénédiction de Trump pour venir fouiner dans l'écosystème crypto. La plainte met en lumière d'étroites relations entre Terraform Labs et Jane Street, et ça dès 2018. En février 2022, Jane Street décide de missionner Brice Pratt, un de ses développeurs système, pour établir des lignes de communication directes avec les équipes de Do Kwon. Le profil de Pratt, il est idéal, il a lui-même été stagiaire chez Terraform Labs avant d'être embauché par le géant new-yorkais. Et c'est là que la machination se met en place. Pratt crée un groupe de discussion privé impliquant des ingénieurs logiciels et le responsable du développement commercial de l'entreprise de Do Kwon. Le nom de ce canal confidentiel, c'est Bryce Secret, le secret de Bryce, ça s'invente pas. On se croirait dans une mauvaise série d'espionnage. L'objectif officiel, c'était de discuter d'un potentiel investissement à 9 chiffres de Jane Street en échange de tokens Luna à prix cassé. Mais la réalité était bien plus sombre. La firme de Wall Street a purement et simplement transformé ses communications commerciales en un canal officieux pour soutirer des informations non publiques. Arrive le 7 mai 2022, la journée où tout bascule. La tension monte silencieusement dans les couloirs de Terra. En fin d'après-midi, Terraform Labs retire discrètement 150 millions de son stablecoin Terra USD d'une pool qui servait de réserve.
Cette pool, c'était le grand réservoir de liquidité qui permettait de maintenir la stabilité du jeton. Ce retrait massif n'avait absolument pas été annoncé publiquement, c'était l'information vitale, la vulnérabilité critique qui allait déclencher la panique. Et devinez quoi, moins de 10 minutes après cette transaction invisible pour le commun des mortels, un wallet crypto mystère retire soudainement 85 millions d'UST de cette même réserve. Ce portefeuille est désigné sous le nom de Wallet A dans les documents judiciaires. Les analystes de la blockchain, les médias financiers et l'administrateur du plan de faillite sont formels. Ce Wallet A, il appartient très probablement à Jane Street, une accusation que la firme s'est toujours bien gardée de confirmer ou de nier publiquement. D'après les accusations, ils ont utilisé leur ligne de communication secrète pour griller la priorité à tout le monde. L'utilisation de ces données confidentielles a permis à Jane Street de se débarrasser de centaines de millions de dollars d'exposition potentielle au moment exact où il le fallait, quelques heures à peine avant que la parité du stablecoin ne se brise et que l'écosystème entier ne s'effondre. Pendant que des centaines de milliers d'investisseurs à travers le monde voyaient les économies de toute une vie partir en fumée dans un désastre estimé à 40 milliards de dollars, Jane Street a sécurisé ses bénéfices le plus tranquillement du monde. Mieux encore, alors que l'UST était en train de perdre son peg, mais qu'il n'était pas encore totalement mort, Brice Pratt a créé un nouveau groupe de messages avec Do Kwon, Michael Huang et d'autres cadres de Jane Street. Le but, c'était d'exprimer l'intérêt de la firme pour acheter du Bitcoin ou des tokens Luna à des prix bradés. Jane Street aurait même exploité des informations confidentielles obtenues auprès de Jump Trading, une autre firme impliquée dans le sauvetage avorté du protocole, pour rester du côté rentable de la catastrophe. L'heure des comptes a enfin sonné pour les intouchables. Todd Snyder, l'administrateur nommé par le tribunal des faillites, réclame justice et veut récupérer les fonds. Il poursuit officiellement l'entreprise Jane Street Group LLC, son cofondateur Robert Granieri, Brice Pratt et le trader Michael Wang pour avoir exploité leur position au détriment des créanciers. Un porte-parole de Jane Street a même qualifié la plainte de tentative désespérée d'extorquer de l'argent. D'après eux, il est bien établi que les pertes subies par les utilisateurs sont l'unique résultat de la fraude massive perpétrée par la direction de Terraform Labs. Ils promettent de se défendre vigoureusement contre ces affirmations qu'ils jugent opportunistes et sans fondement. C'est toujours très facile de rejeter l'intégralité de la faute sur l'incompétence d'un protocole quand on a soi-même siphonné la liquidité en douce grâce à des taupes en interne. Surtout qu'en prime, depuis ces accusations, ils ont supprimé l'intégralité de leur compte X. Tous leurs posts X ont mystérieusement disparu, donc peut-être qu'ils sont pas si innocents que ça finalement. Maintenant que vous avez compris les rouages de cette machination, il faut regarder l'impact délirant que cette affaire a eu sur le marché actuel. Le marché crypto ne dort jamais, et surtout il n'oublie rien. Bitcoin a bondi de pratiquement 10% à peine quelques heures après l'annonce de la plainte contre Jane Street, et globalement, tout le marché crypto a repris des couleurs. Alors pourquoi une telle explosion haussière pile au moment où un mastodonte de la finance se fait épingler par la justice? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans les habitudes de trading toxiques de cette entreprise justement. Et vous allez voir, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Regardons un peu ce qu'ils font en dehors de notre écosystème. Récemment, l'autorité des marchés financiers en Inde a carrément suspendu Jane Street. 4,23 milliards de dollars. C'est le profit hallucinant qu'ils ont généré sur les marchés indiens en utilisant exactement le même algorithme de manipulation qu'ils auraient utilisé sur le marché crypto. Les autorités indiennes ont gelé plus de 500 millions de dollars en attendant la clôture de l'enquête. La mécanique est bien huilée. Dans l'idée, ils commencent par accumuler massivement du Bitcoin en spot, disons autour des 68 000 dollars au hasard, grâce aux milliards de leurs investisseurs. Ensuite, ils ouvrent des shorts gigantesques via des contrats dérivés. Et c'est là que l'algorithme entre en scène. Ils dumpent violemment leurs jetons en l'espace de quelques minutes. Ils visent toujours au bon timing. Ça veut dire qu'ils encaissent des profits monumentaux sur leurs shorts, tout en ne perdant qu'une fraction dérisoire de leur stock initial. Puis, ils rachètent le spot plus bas, liquident les gens, créent un sentiment de FOMO artificiel pour faire remonter les prix, et recommencent en boucle. Et y a pas que ça, parce que je vous parlais du timing justement. À l'époque, Jane Street s'est forgé une réputation redoutable autour de ce que la communauté appelle le slam de 10h du matin. En gros, on les accuse d'avoir la fâcheuse habitude de tabasser le marché crypto avec des ventes massives et coordonnées exactement dans la fenêtre où la liquidité commence à s'assécher. Si vous suivez un peu le cours du Bitcoin, vous avez sûrement remarqué ce phénomène très étrange. Très souvent, vers 10h du matin, heure de New York, le prix chute d'un seul coup. Pour certains, ça ne fait aucun doute, c'est de la manipulation pure et simple. Le but serait d'écraser les prix pour déclencher des cascades de liquidation et empocher la mise. Et soudainement, le jour où la plainte de l'administrateur de Terraform Labs est rendue publique, les algorithmes ont changé radicalement de comportement. Au lieu de dumper le marché comme d'habitude, on assiste à un pump agressif à 20h en plein week-end. C'est le moment précis de la semaine où la liquidité est la plus fine, le moment parfait pour faire bouger les prix avec un minimum de capital. Les membres de la communauté crypto ont très vite fait le lien. Pour beaucoup, l'arrêt brutal des manipulations quotidiennes de Jane Street, terrifiés à l'idée d'avoir les projecteurs de la justice braqués sur eux, a tout simplement libéré le cours du Bitcoin. Bon, faut être honnête 5 secondes. Jane Street a bon dos, c'est vrai. Et c'est aussi vrai qu'ils ont probablement participé au phénomène, au moins en partie. Et peut-être bien qu'ils ont arrêté leurs algos car ils ont flippé. Mais ça peut être aussi une coïncidence.
Ce fameux 10 AM crash, on l'observe aussi pas mal sur les autres marchés. Il correspond aux algos qui se mettent en route justement, aux positions qui sont ajustées, bref, à Wall Street qui se réveille. Mais, et c'est là que ça prend tout son sens, l'impact de cette affaire va bien au-delà de quelques bougies vertes sur un graphique. On est face à un tournant juridique majeur qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour l'ensemble de la finance décentralisée. Jusqu'à présent, dans la tête des régulateurs et des loups de Wall Street, la DeFi était une sorte de zone de non-droit où la notion même de délit d'initié n'existait pas vraiment. Cette plainte vient pulvériser cette vision archaïque. Cette action en justice est cruciale car elle soutient ouvertement que les mouvements de marché les plus importants se décident dans des discussions privées, avant même d'atteindre la blockchain. Si le tribunal fédéral donne raison à l'administrateur de Terraform Labs, ça crée un précédent juridique absolu. L'accès privilégié à des informations internes dans la DeFi ne sera plus jamais considéré comme un simple avantage concurrentiel, mais bien comme un délit d'initié. Dans ce nouveau paradigme, un groupe Telegram, un canal Discord privé ou une simple boucle signal devient l'équivalent juridique d'une salle de conseil d'administration. Ça veut dire qu'un initié n'est plus seulement le PDG en costume cravate d'une entreprise cotée en bourse. C'est potentiellement n'importe quel développeur, n'importe quel stagiaire ou n'importe quel market maker qui possède une ligne de communication directe vers la cellule de crise d'un protocole. Ce serait la fin de l'impunité déguisée de la DeFi. Pour saisir l'ironie de la situation, il faut regarder du côté des autres acteurs impliqués dans ce fiasco monumental. Jane Street, c'est pas la seule firme visée par la justice pour s'être engraissée sur le cadavre du jeton Luna et de son stablecoin. Todd Snyder, le même gars qui est en train de poursuivre Jane Street, réclame 4 milliards de dollars à Jump Trading dans une autre plainte déposée en fin d'année 2025. Il accuse ouvertement Jump d'avoir conclu un accord secret pour soutenir artificiellement l'UST lors de son premier décrochage en 2021 et d'en avoir tiré des profits colossaux au détriment du reste du marché. Et pourtant, pendant que ces géants du trading à haute fréquence jouaient avec des milliards de dollars en toute discrétion, c'est le fondateur du protocole qui a fini par payer l'addition. Do Kwon a pris 15 ans de prison, il a été condamné après avoir plaidé coupable pour fraude. Le juge new-yorkais chargé de l'affaire a même qualifié ces actes de fraude d'une ampleur jamais vue. C'est un désastre humain et financier total où les créateurs sont jetés en prison pendant que les requins de la finance traditionnelle tentent de s'échapper avec le butin. La première chose qu'il faut retenir, c'est sans doute la plus importante, c'est que l'écosystème crypto est en train de faire sa mue. Les méthodes prédatrices de la finance traditionnelle se sont parfaitement exportées sur la blockchain, profitant de la naïveté d'un secteur en pleine construction. Ils ont utilisé leurs milliards, leurs algorithmes ultra rapides et leurs relations privilégiées pour extraire un maximum de valeur en se croyant totalement intouchables. Et pourtant, le rapport de force est en train de s'inverser sous nos yeux. La justice commence enfin à comprendre les mécaniques complexes de la DeFi, et les administrateurs n'hésitent plus à traîner les gros noms de Wall Street devant les tribunaux pour récupérer l'argent volé aux victimes. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère pour la régulation des marchés crypto et les prochaines affaires risquent d'être très intéressantes, et surtout celle-là, parce qu'à mon avis, il y a encore beaucoup d'éléments qui vont sortir dans les prochaines semaines. Évidemment, on vous tiendra au courant sur notre canal Telegram d'actualité. On traite toute l'actu crypto et on vous transmet tout ça en condensé et en direct. Ça fait gagner un temps monstre et évidemment c'est totalement gratuit, alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, évidemment laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup, et ça vous permettra de ne rien louper. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire et si vous pensez qu'effectivement c'est à cause d'eux que le marché crypto en est là aujourd'hui. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.